Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 16 novembre 2022. Petit moment de stupéfaction. J'aime bien faire durer le suspense. Je pense que je pourrais rester comme ça pendant de longues minutes avant de vous saluer. Comme le faisait ce grand jointeur devant l'Éternel, Jacques Languirand, qui a jointé jusqu'au tombeau. Ça paraissait qu'il délirait sévère sur l'herbe quand il commençait son émission et qu'il pouvait, pouvait délirer par, par quatre chemins. Et là, ça pouvait durer. Ça pouvait durer très longtemps. Et je me souviens d'avoir vu Raoul Duguay qui commençait ses spectacles par Allô. Hein? Il disait Allô au public, Allô tout le monde. Et je l'avais vu donc au milieu des années 70 au cinéma Outremont. Et sa présentation de Allô, 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 ça avait duré 20 minutes. Et la salle en redemandait, et je pense même que lorsque lui et ses musiciens ont fini par commencer le spectacle, sans doute une partie importante du public était déçue que les présentations se terminent au bout de très longues minutes. Alors aujourd'hui encore, aux journées encore occupées, malgré la météo maussade, encore beaucoup de clients. Je n'irai pas me plaindre, mais j'ai très peu de temps devant moi à consacrer à mes autres activités. Alors c'est à l'arraché un peu cette période depuis au moins peut-être 2 semaines, 10 jours, où je fais des vidéos à l'arraché, in extremis, assez tard, après de très longues journées de travail. Tant et si bien que des semaines de travail, je dois bien travailler facilement 70 heures, 72 heures. Et même l'unique journée de congé que nous prenons, Fabienne et moi, en profitons pour faire toutes les choses que nous n'avons pas le temps de faire. Bon, évidemment, ça m'amuse beaucoup mon métier. Tant et si bien que ce soir, encore, je suis allé chercher une dizaine de cartons. Ah, là-dedans, il y a quoi? L'histoire de l'Acadie, des Canadiana, des Laurentiana, des revues d'art contemporaine et des ouvrages de Titus Carmel dont je suis bien content d'avoir. Alors, je ne vais pas les regarder ce soir, ils sont dans les cartons, les livres en question. Et demain matin, avant d'ouvrir la librairie, eh ben, je vais farfouiller dedans. Je vais être encore heureux de recevoir des livres. Hier, je vous avais promis, et je vais tenir ma promesse à moitié, je vous avais promis de vous parler de Buckminster Fuller. Cette espèce d'inventeur fou, cette espèce d'homme utopiste, designer, architecte, et qui a travaillé avec toutes sortes de matériaux. Et c'est à lui qu'on doit la fameuse boule géodésique qu'on retrouve sur l'île Sainte-Hélène. Et pour ma part, ça fait partie de l'un des 3 ou 4 symboles importants de la ville de Montréal. Mais personnellement, c'est celui que je préfère. Alors, c'est quoi les autres? Évidemment, le Stade olympique, l'Oratoire Saint-Joseph, la Croix du Mont-Royal. Sans doute, ce sont là les 3, avec la structure géodésique, ce sont sans doute là les 4 symboles les plus parlants de cette ville. On pourrait rajouter le fleuve, mais le fleuve, on ne l'habite pas encore, le fleuve. Mais le fleuve pourrait être une carte magistrale dans notre jeu.
mais en fait, la quasi-totalité du fleuve est consacrée aux activités commerciales. Mais il y aurait peut-être plus moyen de faire autrement. Avoir un grand projet de fleuve. Je sais que il y a quelques années, euh, François Legault, l'actuel premier ministre du Québec, a écrit un livre, je pense que c'est sur le fleuve ou sur les voies d'eau du Québec. Et il racontait, il avait passé son été à écrire là-dessus. Même s'il se défend d'être un intellectuel, je pense qu'il est le plus grand anthropologue de toute l'histoire du Québec. Et je dirais même, au risque d'en scandaliser quelques-uns, il, bat, il bat de quelques coudées Serge Bouchard. Alors je sais que vous allez vous récrier, là, vous allez dire, ben voyons donc, comment on peut dire une chose pareille? Serge Bouchard, qui connaissait bien le Québec pour l'avoir parcouru en tous sens, mais Legault a parcouru aussi le Québec en tous sens. Et il est allé dans chaque raccoin du Québec. Les gérants de caisses populaires, il les a tous rencontrés. Les artistes également, les artisans, les ouvriers. Je pense qu'il n'y a pas un endroit que Legault n'a pas sillonné. Et avec, comme le faisait remarquer mon ami Martin, avec une sorte de bonhomie quasi inquiétante. Alors il rencontre des gens dans un marché public et il pourra s'adresser à une dame qui en profite pour faire son marché. Alors, madame, vous faites votre marché? Eh bien, évidemment que oui. Mais, quelle déduction? Alors, il a sondé l'âme. En fait, non, je ne crois pas que les peuples ont une âme. Il a sondé les. Parce que ça aussi, on l'entend souvent par les temps qui courent, l'âme russe. C'est jamais bon signe quand l'âme russe est évoquée. Mais je ne crois pas que ça existe, l'âme russe. Je ne crois pas que l'âme des peuples existe. C'est une manière d'essentialiser les peuples qui me déplaît plutôt. Alors, mais il a saisi il a saisi un certain nombre d'aspects de la psyché collective des Québécois. Pourquoi je vous parlais de Legault? Pourquoi je vous parlais d'anthropologie? Parce que aussi, Buckminster-Fuller, c'était en quelque sorte un anthropologue. Alors, je vais quand même vous en dire quelques mots. Mais je vais pas vous... Peut-être que ce ne sera pas demain, parce que demain, c'est le vernissage de la Tempéra, la galerie Va Savoir, 1656 rue Laurier-Est. Et sans doute, je vais apporter mon bidule. Et peut-être que je vais réussir à interroger quelques personnes sur leurs impressions de cette exposition, vernissage et peut-être performance également. Alors, ça se peut que, et vendredi, oui, sans doute, je vais pouvoir vous reparler de Fuller. Et samedi, samedi, là, c'est encore une autre histoire. Samedi soir, Fabienne et moi, nous allons au bal viennois à l'hôtel Windsor. Et pour l'occasion, j'ai loué un tuxedo. Vous vous rendez compte? Ouais. Alors, ouais, peut-être vendredi soir, je ferai une vidéo avec mon tuxedo. Ouais, c'est une bonne idée. Ou peut-être dimanche, parce que je dois le rapporter. Je l'ai loué donc, et je dois le rapporter chez le tailleur lundi matin. Alors voilà où j'en suis dans mon périple de vie. Je suis rendu dans les mondanités de haut vol. C'est un peu ça encore, une révolution sur soi. Il faut pas manquer les occasions de faire des choses qui nous sortent de nous-mêmes. Et voilà. Alors, Buckminster Fuller, il est né en 1895. Il est mort, où il est né vraiment, en 1983. Il est, chose étonnante, il est le 5e de sa génération à avoir étudié à Harvard. Et
chose étonnante, à Harvard, il découvre les classes sociales. C'est quand même un endroit étonnant pour découvrir ça, car il est rejeté par les fraternities, les groupes de jeunes qui se réunissent appartenant à la gentry, appartenant aux classes très, très, très aisées. Et lui, même s'il était le cinquième, ce qui aurait dû lui conférer un certain prestige, eh bien, il était rejeté par ces gens-là. Et il en éprouvait du dépit, sentiment cuisant de honte, je dirais. Alors, une idée maîtresse de Fuller qui moi, me rejoint plutôt, c'est qu'au fond, l'univers lui-même est en évolution. C'est un peu aussi ce que pensait Teilhard de Chardin, que l'univers était lui-même en évolution. Mais ce que dit Buckminster Fuller, c'est que le genre, l'espèce, participe également, co-participe également à cette évolution, aide d'une certaine manière à ce que l'univers évolue. Et l'univers serait dans l'éthos de l'univers, viserait à sa propre réalisation, à son propre épanouissement, à son propre expansion, à sa propre dilatation, dans le sens d'expression de soi. Et que l'espèce n'aurait pas d'autre but, au fond, que son propre épanouissement. Ici, on comprend bien que le binôme désir-peur, qui sont les instincts fondamentaux de l'espèce, Fuller ne croit pas vraiment à ça. Il ne croit pas que c'est ça l'élan premier, l'élan vital de l'espèce. Alors on sort ici des schémas habituels, pas que freudiens, parce que les philosophes de l'Antiquité ont établi, en tout cas ont jugé que l'espèce était à la fois dominée par un désir impérieux, un désir inassouvissable, un désir qui le projette toujours au-delà de sa propre condition, et que dans le même mouvement, il ressent vivement les morsures de la finitude, les limites de son existence. Et que ces deux états qui peuvent cohabiter sont source de troubles, de désarroi, d'angoisse même, et que tout doit être fait par la maîtrise de soi, contemplation, méditation, pour se débarrasser de ces états anxiogènes et peut-être d'arriver à une sorte de sérénité, une sorte de plénitude au-delà de notre condition. Toujours avec la petite conversation que Martin et moi on a eue, je lui confiais que ma philosophie consistait à dire toujours oui. Oui à la vie, évidemment, mais oui également à la mort, oui à la souffrance, oui au soleil, oui à la lune, oui à la pluie, oui au jour ensoleillé, oui au désarroi, oui à la joie. Et il me faisait remarquer que ce oui-là, ce oui mien, eh bien, c'était le signe des grands solitaires. Je n'avais jamais pensé à ça comme ça. Et cette solitude, que je pourrais qualifier de bienheureuse, me fait penser aussi au poète jésuite Hopkins, Manley Hopkins, qui lui n'hésitait pas à dire « seul avec Dieu ». Alors ce sentiment de face à face, ce sentiment de cohabitation, ce sentiment de participer à quelque chose d'infiniment plus important que ma petite personne, m'a toujours apporté un bienfait. Mais je n'avais jamais fait le lien entre ce oui, oui
qui est aussi christique. Hein? Le Christ dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Pas de mélange de genre, pas d'ambiguïté ici, que ça soit fermement affirmé. Alors, mais moi, décidément, évidemment, parfois, il faut dire non. Il faut dire non à certaines situations humiliantes, à, à- à certains comportements inacceptables, autant chez les autres que chez autrui. Mais on peut dire oui si on a un problème de drogue ou d'alcool. On peut dire oui à la sobriété, cependant. On peut dire oui au verre d'eau. On peut dire oui à ne pas... ne pas... Ben voilà. Alors, une des choses aussi qui m'a frappé dans la biographie de Hopkins, de Fuller, dis-je, c'est que il a connu, et ça c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup, il a connu une période où il ne savait pas quoi faire de sa vie, où il errait dans les cafés. Et une période de- où l'esprit n'arrive pas à se fixer sur un objet. Une période d'oisivité. Alors, la, la féconde oisivité. Je ne crois pas aujourd'hui que ce soit possible, cette féconde oisivité. Parce que soit on, on se suroccupe, ou soit encore on se surdistrait. Mais l'oisivité, celle qui consiste à ne pas savoir quoi faire, ne pas savoir quoi penser, et traîner son ennui. Alors il a connu ça, lui. Il a connu ça dans les cafés, et il a côtoyé une sorte de bohème qui, qui n'existe plus vraiment non plus. La, on vit dans une société qui est très en mouvement, qui est très affairée. Et lorsqu'elle n'est pas affairée, elle est en vacances du monde. Elle est indisponible. Et elle ne souhaite pas être en présence des autres, ce que je peux observer en tout cas. Alors les gens travaillent dur, travaillent fort, et après, ben, ils s'écrasent devant la télé et devant les ordis. En fait, ils s'écrasent devant les écrans pluriels. Parce que tout le monde se vante de ne plus avoir de télé, mais on vit avec des écrans. On vit avec plusieurs écrans. Alors, il a connu ça, lui, cette période-là, comme certains personnages importants. Et, et peut-être c'est nécessaire à un moment donné de pouvoir se permettre ça. Et c'est une des choses, je pense, que la pandémie a, bien involontairement, la période pandémique où chacun était renvoyé à soi. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de gens ont décidé de réorienter leur vie parce qu'ils ont joui de quelque chose, ils ont joui de l'ennui, en fait. Ils ont découvert les vertus de l'ennui, les vertus de l'oisivité. Et beaucoup se proposaient pendant cette période, moi inclus, de relire des grands ouvrages. Ce que je n'ai pas fait. J'ai préféré musarder, j'ai préféré me balader dans des rues désertes avant la séquence de couvre-feu. Alors, cet arrêt-là forcé peut obliger les gens à se redéfinir autrement, à voir la vie d'une autre manière. Alors, lui, il a connu ça, Buckminster Fuller. Alors, je vais vous lire quand même aussi ce qu'il a connu. Il a vécu au Canada pendant un certain temps. Il a connu l'exil, donc. Et il a travaillé dans une usine de textile. Et ça a été également mon cas. J'ai travaillé pendant un an à la Dominion Textile, euh, dans le quartier Chabanel, dans le nord de la ville. J'ai travaillé pendant un an dans une compagnie de textile où je travaillais sur une navette volante. C'est une autre histoire. Alors, mais je ne veux pas vous parler de ça, mais ça m'a amusé. Je vais vous lire un passage, un tout petit passage. Il dit autre chose aussi, avant de vous lire le passage, qui est un peu étonnant. Euh, de tout temps, ils ont calculé ça grâce à des podomètres. De tout temps,
l'être humain moyen, celui qui a ses deux jambes, eh bien, il marche 2000 km par jour. Et pendant toute l'histoire de l'humanité, ça a été ça. Marcher, pas de par jour, par année, dis-je. L'être humain moyen, pendant toute son existence avant la Première Guerre mondiale, marche, encore aujourd'hui, peut-être moins aujourd'hui, ça faudrait vérifier. Le livre là, a été publié, je vais vous dire ça, il a été publié. Attendez. Ouais, il a été publié pour la première fois en 71. Il y a plus de 50 ans. Sans doute le chiffre de 2000 km par année, peut-être est-il en voie de régression, sans doute, peut-être. Vu pas la morbidité, vu obésité morbide, mais vu l'obésité, c'est frappant quand on regarde des photos des années 70. Tout le monde avait l'air de chat efflanqué. Là, aujourd'hui, on est pas mal nombreux à être bien enrobés. Alors, peut-être que le chiffre de 2000 commence à diminuer. Et peut-être que c'est une des raisons aussi des cancers, des maladies cardiaques. Je sais que Fabien et moi, on se livre à l'exercice, on n'a pas de voiture, on prend les transports en commun et on calcule grâce à Google Maps si ça nous prend 25 minutes pour, en transport en commun pour aller d'un point à l'autre et que ça nous prend 40 minutes pour le faire à pied, c'est à peu près ça, il y a peut-être une 25, des fois 30 minutes de différence. Eh bien, on choisit toujours la deuxième option, jugeant que ce 25-30 minutes de temps supplémentaire que ça nous prend pour nous rendre à une destination, c'est comme si on engrangeait des heures de vie supplémentaires. Ce corps en mouvement fait de telle sorte que on va marcher beaucoup dans une semaine en escomptant y trouver à la fois des bienfaits psychologiques et également des bienfaits physiques sur le court terme et sur le long terme. Alors le temps, si on fait tout le calcul, c'est tout le temps qu'on ajoute par la marche, peut-être ce temps-là à la fois sur la qualité de notre vie et sur notre espérance de vie, peut-être peut-il se compter en années supplémentaires de vie en bonne santé. Alors, voilà. Alors, il nous raconte ça, Buckminster Fuller, et il nous dit également que après la Deuxième Guerre mondiale, on s'est mis à... Ah oui, après la première, eh bien, l'être humain a commencé à se déplacer un peu plus grâce au train, aux voitures. Et après la Seconde Guerre mondiale, l'être humain, en moyenne, se déplaçait toujours avec les 2000 km à pied. Il se déplaçait aussi 6000 km de plus. Et après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien là, dans le cas d'une ménagère, par exemple, elle pouvait marcher toujours ces 2000 km et avec le train, l'autobus, la voiture, faire un autre 15 000 km, tandis que, par exemple, l'hôtesse de l'air, évidemment, elle faisait 150 000 km. Et qu'au fond, on ne cesse pas, depuis la Deuxième Guerre mondiale, de parcourir des distances de plus en plus grandes. Et forcément, ça modifie le rapport au corps. Ça modifie le rapport à l'espace, le rapport à la géographie. Et c'est en ce sens-là, probablement, qu'on peut dire que Fuller, c'est un anthropologue du temps, anthropologue de l'espace, anthropologue du mouvement, anthropologue du paysage. De là aussi, ces constructions qui devaient s'harmoniser avec l'environnement. Je vais vous lire un passage qui m'a frappé, qui rejoint un peu quelques-unes des intuitions que je propose depuis un certain nombre de temps.
depuis un certain nombre de temps dans cette séquence vidéo. Je ne me suis jamais imposé... Non, pardon. On recommence. Je me suis imposé de ne jamais parler qu'après avoir traduit ma philosophie et mes pensées en actes et en artefacts, de n'énoncer mes idées qu'après avoir conçu un objet concret et non pas une réforme sociale. Telle est la philosophie que j'ai conçue quand j'ai commencé à penser par moi-même en 1927 à 32 ans. Ça, c'est après cette période d'oisiveté. Je travaille depuis lors sur mes prémices de 1927, cherchant parfois des tâches qui exigent d'être faites et qui, une fois faites, produiraient des ensembles d'outils qui commenceraient à opérer d'eux-mêmes pour le grand bien de la nouvelle génération. Je suis tout le contraire d'un réformateur. Je dirais que je suis un néoformateur. La néoforme doit être spontanément complémentaire des facultés et des aptitudes innées de la vie. Je suis tout à fait certain que l'humanité disposait, en naissant, de la totalité de ses aptitudes intellectuelles et qu'aucun être humain n'apporte jamais rien à aucun être humain en matière de facultés et d'aptitudes. Le processus éducatif en général émousse les facultés, les surmène, les farcit, les paralyse si bien qu'en atteignant la majorité, la plupart des gens ont perdu une bonne part de leur capacité innée. Je nourris depuis longtemps l'espoir que nous allons bientôt commencer à comprendre ce que nous faisons et à modifier le processus d'éducation de telle sorte qu'il se borne à aider la nouvelle génération à manifester une partie de ses très puissantes capacités innées. On pourra dire que 50 ans plus tard, ça ressemble encore à un vœu pieux. Je ne crois pas que personne a intérêt, en tout cas, vu le dressage universel, à ce que l'espèce humaine s'épanouisse le plus possible. J'ai l'impression, d'ailleurs il le dit, au fond l'école ça servirait à maintenir les gens assis et à veiller d'une certaine manière à ce qu'ils ne s'épanouissent pas à la fois en capacité, en virtualité et en plénitude. Alors c'est tout. Hein? C'est tout pour ce soir. Je vous remercie d'être avec moi. Et je vous dis demain, je ne sais pas sous quelle forme. Peut-être ça va être devant la galerie, va savoir. Recevant les commentaires des uns et des autres. J'espère pouvoir parvenir à faire cela. Autrement, je ferai une vidéo tard pour vous expliquer comment aura été ce vernissage. En tout cas, l'accrochage est très beau. C'est vraiment intéressant à voir. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien et à demain.